Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cogiteur où aujourd'hui on va parler de femmes, de ménage et de cuisine, mais c'est pas ce que vous pensez. Et juste avant qu'on ne débute, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer tous les épisodes qui seront à venir. Je vous remercie par avance et on débute. Nous sommes le 20 août 1923. Il y a un bateau qui est en train de briser la glace de la mer Arctique, son nom, le Donaldson. Dessus, il y a un capitaine qui sait pas trop ce qu'il est en train de faire, ni quel va être le résultat de sa mission en réalité. Il faut dire que son recrutement fut aussi rapide qu'un match Tinder pour Brad Pitt. Il a pour mission de se rendre sur l'île Wrangel, un bout de terre de 7600 km² qui se trouve entre l'Alaska et l'extrême est de la Russie. Cet équipage est envoyé dans ce trou perdu parce que cela ferait 2 ans qu'il y aurait 5 personnes en train de survivre sur cette île. Et le terme « survivre » est important ici, parce que sur cette île, il peut faire jusqu'à moins 57 degrés. Même Dominique Strauss-Kahn n'arriverait pas à réchauffer l'atmosphère. Et ça, c'est sans parler des ours polaires, des morses, des aliens bloqués dans des gros blocs de glace et toute autre créature qui peuvent tuer en un coup, mais alors, ces 5 personnes, est-ce qu'elles sont encore en vie? Eh ben on sait pas, et l'équipage du Donaldson, c'est pas non plus. Ils ont été envoyés comme ça en mission de sauvetage alors qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver là-bas. Et ils vont trouver quelque chose qui va les surprendre. Mais comme il faut bien que je gagne ma vie et que donc la vidéo dure un peu plus longtemps que ça, je vais étirer la longueur de celle-ci en vous racontant le contexte d'abord. De toute façon, si je vous le raconte pas, vous comprendrez rien. Pour ça, il faut qu'on remonte en 1898, la même année où la guerre entre l'Espagne et les États-Unis a cessé. Ouais. Vous saviez pas ça, hein? Moi non plus, j'ai regardé ce qui s'était passé en 1898 sur Wikipédia et c'était ça. Le 10 mai de cette année, à Spruce Creek, avec un bon accent français, vient au monde une petite Inuit du peuple Inupiat qui deviendra Ada Blackjack. Alors je dis qui deviendra parce que ce n'est pas son nom d'origine et qu'en réalité on n'a aucune idée réellement de son passé, de qui sont ses parents et de son vrai nom. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à l'âge de 8 ans, Ada est envoyée vivre avec des missionnaires méthodistes. Mais alors qu'est-ce que c'est les missionnaires méthodistes? Eh bien c'est l'équivalent du moine dans le jeu Age of Empires qui a pour objectif de convertir les sauvages à la religion. Voilà, c'est pareil, sauf que là c'est le protestantisme et ça se passe dans la vraie vie. À leur côté, la jeune Inuit va apprendre à coudre, à préparer des plats européens, et à parler l'anglais, ce qui est un point important. Alors je préviens immédiatement, le féminisme ne sera pas de la partie dans cette histoire. À 16 ans, la vie de la jeune Inuit prend un tournant puisqu'elle épouse Jack Blackjack, un musher du coin. Qu'est-ce que c'est un musher? Eh bien c'est tout simplement le taxi des neiges puisque c'est le gars qui conduit le traîneau avec les chiens là. Et c'est donc en 1914, lorsqu'elle épouse officiellement Jack Blackjack, qu'elle devient Ada Blackjack. Dans ce foyer, la vie n'est pas toute rose. En tant que musher, Jack n'est pas beaucoup présent. Il boit énormément. En même temps, dans les années 20, en Alaska, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Et surtout, c'est pas l'amour fou entre les deux. Malgré tout, le couple aura 3 enfants. Malheureusement, 2 mourront très jeunes, brisant à chaque fois le cœur de la pauvre Ada. Et puis un jour, après 8 ans de mariage, Jack, qui est en mission, ne revient pas. Alors Ada, au début, se dit que, voilà, il est parti faire son truc, il a mis plus de temps que d'habitude, il a certainement une dizaine de verres dans le nez et il va revenir en puant le chien mouillé comme d'habitude. Mais ce n'est pas le cas. Après plusieurs jours, elle commence à s'inquiéter un peu parce que le métier de musher en Alaska reste tout de même risqué. Alors, la femme se renseigne, elle discute avec des connaissances à elle, mais aussi à son mari, et elle découvre qu'en fait, non, il est pas mort, il est pas blessé, il est pas bourré dans un coin, il l'a quitté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme quoi, le « c'était mieux avant » n'est pas forcément vrai. Alors pour être honnête, l'absence de Jack en elle-même n'est pas un problème. C'est plus le fait qu'il l'ait quitté, qu'il ne ramène plus de salaire, qui pose une problématique à Ada. À seulement 23 ans, Ada se retrouve seule avec son fils de 5 ans, et la situation ne va pas s'améliorer, loin de là, puisque le petit contracte la tuberculose et il faut absolument le soigner. Désespérée, Ada décide de changer de ville pour aller dans celle de Nome qu'elle connaît bien. Le problème, c'est que celle-ci est à 40 miles, autrement dit 64 km, et elle n'a pas d'argent pour un quelconque transport. Et tu fais quoi quand t'as pas d'argent, que t'as pas les moyens de te payer un Uber ou un traîneau chien là, je sais pas quoi?
tu marches. Et pour ceux qui se trouvent derrière la caméra en slip en train de se dire « Ouais, 60 km, ça va », ben dites-vous qu'à allure moyenne, un humain marche en 1 heure 4 km. Et pour les mêmes qui sauraient pas faire le calcul, ça veut dire qu'il faut 16 heures de marche pour se rendre à Nome. Mais 16 heures de marche dans des conditions normales. Là, il faut transporter un gamin qui est malade, et en plus de ça, les routes en Alaska, c'est pas le goudron de la ville. Ça caille, le terrain est difficile et il faut un peu plus de résistance que les 3 pauvres séances d'entraînement que vous faites pour mettre des stories Instagram. N'hésitez pas à rejoindre le mien, le Cogiteur, si jamais vous voulez voir mes 3 séances par semaine. Bref, c'est une épreuve qui est passée haut la main par Ada et son fils, mais on n'est que au début de ce que l'on pourrait appeler une galère. Une fois un homme, Ada n'a tout simplement pas les moyens de s'occuper de son fils, alors elle doit, le cœur lourd, le confier à un orphelinat où il sera au chaud, nourri et bénéficiera d'une éducation. Pour la jeune Inuit, c'est un véritable crève-cœur de se séparer de son mioche, mais elle n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, c'est une véritable dure à cuire. Combien d'entre nous seraient morts à l'étape des 64 bornes? Elle en est sûre, un jour, elle récupérera son fils, Bennett, à qui elle en fait la promesse d'ailleurs. Mais pour ça, il lui faut de l'argent. Simplement, à cette époque, OnlyFans n'existe pas encore. Alors, elle est obligée de faire ce truc chiant que tout le monde déteste, travailler. Sans perdre une seconde, elle va toquer à toutes les portes pour espérer décrocher un emploi. Quelquefois, elle est embauchée, la plupart du temps en tant que couturière pour réparer des vêtements, mais les salaires gagnés ne sont pas suffisants pour récupérer Bennett. Elle n'abdique pas, et puis un jour elle fait la rencontre d'un explorateur canadien bien soigné, bien portant, Vilhjálmur Stefansson. Stefansson se présente comme un explorateur aguerri qui monte une expédition pour récupérer l'île Wrangel au nom du Royaume-Uni. Avec son statut d'enseignant, ses épopées romanesques et sa culture évidente, il fait forte impression à Ada. Et si vous pensez que le mensonge est né avec les influenceurs, détrompez-vous. Parce que Stefansson, c'est tout sauf un explorateur aguerri. Il a un bachelor en anthropologie, et c'est vrai qu'il a participé à des explorations, notamment en Amérique du Nord, sous la supervision de docteurs en ethnographie, mais il n'était pas du tout en train de les mener, ces explorations. C'est tout juste s'il apportait le café. Bon, je suis un peu mauvaise langue parce qu'en 1913, il a l'opportunité de faire ses preuves, il est à la tête d'une expédition. La mission consiste à parcourir l'archipel de Paris tout au nord du Canada je sais pas pourquoi, mais de toute façon on s'en fout. Bref, pour qu'il puisse réaliser cette mission, 3 navires lui sont confiés. Le Marisax, le Karluk et l'Alaska, qui doivent tous emprunter des itinéraires différents mais se rejoindre à un point commun. L'aventure débute, mais proche du pôle Nord, il fait froid, je ne vous apprends rien, en tout cas j'espère parce que ce serait inquiétant. Stefansson, lui, embarque sur le Karluk et pas de chance, le bateau se retrouve prisonnier des glaces. Stefansson, en bon capitaine qu'il est, annonce à tout l'équipage qu'il part avec un petit groupe de 5 hommes pour aller chasser et ramener de quoi manger puisqu'a priori ils vont être bloqués là un petit moment. Ils prennent leurs petits fusils, ils prennent leurs petits sacs et puis ils s'en vont. Sauf que Stefansson n'a pas de face, c'est une véritable salope, il abandonne son équipage parce qu'il sait que le navire est bloqué dans le pack de glace et que celui-ci va l'emporter au loin. Ça ne loupe pas, le Karluk est littéralement comprimé par la glace, sa coque va être broyée et il va finir par couler. Une grande partie de l'équipage est tuée. Les survivants, eux, essayent de rejoindre l'île Wrangel à 130 km de là, et il n'y a qu'un chemin pour y aller, c'est la banquise. Durant la traversée, il y a 8 morts supplémentaires. Les plus chanceux, eux, seront sauvés par un navire américain qui passait là, proche de l'île Wrangel. Dire que cette expédition fut un fiasco est un doux euphémisme. Et on se demande d'ailleurs comment Stefansson n'a pas été retrouvé par ses anciens camarades pour être jeté dans du goudron et des plumes. Heureusement, après ça, plus aucun financeur ou aucun pays ne veut entendre parler de cet escroc de Vilhjálmur Stefansson. Mais lui, il a pas envie d'arrêter les explorations. Ça ne le dérange pas de tuer son équipage s'il peut se faire un nom. Alors, il propose au Canada une expédition vers l'île Wrangel, là où sont allés se réfugier ses anciens camarades pour survivre, et réclamer le territoire au nom du pays. Bien sûr, le Canada refuse, puisqu'il est hors de question de laisser la moindre responsabilité à ce bras cassé. Bon, si le Canada veut pas,
Stephenson va demander au Royaume-Uni, sauf que le Royaume-Uni aussi dit non. Déjà parce qu'ils savent qu'il est incompétent, et ensuite parce qu'il y a 5 ans de cela, en 1916, l'île Wrangel a été reconnue par la Russie, et le Royaume-Uni ne veut pas déclencher une guerre. Stephenson agit comme un enfant de 5 ans, si maman a dit non, je vais voir papa, et il trouve un financeur privé qui accepte de donner des fonds pour mener cette expédition et conquérir l'île Wrangel au nom du Royaume-Uni. Alors comment il a fait? J'en ai aucune idée, mais il est déterminé. Sauf que tout ça, là, ce passé obscur, ces manipulations sournoises, Ada Blackjack l'ignore. Tout ce qu'elle retient, c'est qu'elle va être payée 50 $ par jour pour réparer les vêtements des explorateurs, leur préparer à manger et faire les tâches ménagères. Par ailleurs, Stephenson lui promet qu'elle sera nourrie, logée et qu'elle travaillera 1 an durant. La voilà la solution pour la mère désespérée. Ces 600 $ sont une bénédiction tombée du ciel. Elle n'aura jamais d'autre occasion de gagner autant d'argent aussi rapidement. Alors, elle signe. Ada n'est pas seule. Stephenson réussit à convaincre 4 hommes dans la force de l'âge de rejoindre cette expédition. Alan Crawford, 20 ans, Lorne Knight, 28 ans, et un nom très stylé aussi, Fred Maurer, 28 ans, et Milton Gale, 19 ans. Voilà pour la petite équipe, et parmi eux, le seul qui a déjà mené une expédition, c'est Stephenson, aussi compétent qu'un tétraplégique à qui l'on demanderait d'effectuer une opération du cerveau. Sauf que Stephenson, il n'a pas du tout l'intention d'y aller, hein. C'est juste les 5 qu'il a recrutés. Et il a eu du mal à les trouver en plus, parce que Stephenson a planifié une mission d'une durée d'1 an, avec 6 mois de provisions et la promesse que la nature subviendrait à leurs besoins pour le reste. Évidemment qu'aucune personne ayant une expérience dans le domaine n'accepte la mission de ce fou, déjà à cause de sa réputation, et ensuite parce qu'elles savent qu'il est impossible de survivre 1 an avec seulement 6 mois de provisions dans le cercle polaire. Les Inuits, qui connaissent la région parfaitement, déclinent l'offre malgré le salaire mirobolant parce que l'argent une fois mort, ça sert à rien. Et pareil pour les explorateurs qui ont déjà roulé leur boss. Mais bon, Ada Blackjack ainsi que ses compagnons sont jeunes, fauchés et n'ont pas conscience des dangers qui les guettent sur l'île Wrangel. C'est ainsi que le 21 septembre 1921, Ada embarque sur le Silver Wave en compagnie de Crawford, Knight, Maurer et Gale, ainsi que Victoria, une petite chatte. Je parle de l'animal. Et comme je vous l'ai déjà dit, Stephenson ne les accompagne pas parce que faut pas déconner, il a déjà risqué sa vie une fois, il a vu ce que ça donnait l'île Wrangel, alors il va superviser tout ça tranquillement depuis le Canada. Le voyage se passe bien, la petite troupe arrive sur l'île Wrangel, et leur première impression est différente de ce à quoi ils s'attendaient. L'île est beaucoup plus grande que ce qu'a laissé entendre Stephenson, et surtout, elle est aride, ce qui pose un problème. La flore n'est pas exceptionnellement fournie, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Or, souvenez-vous ce qu'était le plan, survivre 6 mois grâce à la chasse, la cueillette et l'agriculture. Vous choisissez quoi? Gravier ou vaseline? Ada ne le sent pas du tout, c'est une Inuit, elle a quand même 2-3 notions en survie, contrairement à l'autre tâche qui les a envoyés ici, et elle a d'abord envie de s'en aller. Par respect pour ses compagnons, mais aussi dans l'espoir de récupérer son fils, elle ne le fait pas, et donc elle est seule sur la plage en train de regarder leur embarcation s'en aller. L'aventure commence, les hommes chassent, font des trucs, et allez savoir ce qu'ils foutaient d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas vraiment d'objectif. Et pendant ce temps, Ada prépare à manger, répare leurs vêtements, fait toutes les corvées quoi. Même si le gibier ne foisonne pas, la petite équipe jusque-là s'en sort plutôt bien, jusqu'à ce qu'arrive l'hiver. Au fur et à mesure que les températures descendent, devenant atroces, les réserves de nourriture s'écroulent aussi. Les 6 mois de provisions ne sont plus qu'un vague souvenir, les animaux se font rares et les températures descendent si bas qu'il peut faire jusqu'à moins 57 degrés, mettre le nez dehors devient une véritable épreuve. Pour Ada et ses compagnons, un compte à rebours vient de s'enclencher. À chaque minute qui passe, ils se rapprochent inexorablement d'une famine et d'une mort pleine de souffrance. Chaque jour, les yeux pleins d'espoir, ils regardent à l'horizon, espérant voir l'embarcation qui viendrait les ramener au pays. S'ils savaient à quel point ils viennent de s'en prendre une profonde. Parce qu'au Canada, Stephenson avait réussi à réunir les fonds pour envoyer son équipe, mais il n'avait pas du tout prévu quoi que ce soit encore pour les rapatrier. Et il était en train d'y travailler, sauf qu'il n'y arrive pas là. Évidemment, personne lui fait confiance à ce blaireau.
À ce stade, il se retrouve dos au mur, il est donc obligé de ravaler son orgueil et d'aller quémander auprès du gouvernement canadien. Sauf que même pour ça, il se débrouille mal, puisqu'on est déjà en août, et envoyer un bateau dans le Grand Nord à cette époque reviendrait à tuer son équipage qui serait prisonnier des glaces comme le Carlook. Stephenson le comprend alors, il n'y aura aucun navire qui sera envoyé pour sauver les 5 personnes. Et si lui comprend ça, eh bien eux aussi, sur l'île Wrangel, ils ont saisi au fur et à mesure des jours qui s'égrènent que personne ne viendra les chercher ou alors on les a oubliés. En janvier 1923, ils n'en peuvent plus. Alors qu'il fait moins 48 degrés dehors, Crawford, Maurer et Gale décident d'aller chercher de l'aide. Leur plan est simple, traverser les eaux gelées en marchant sur la banquise. Et effectivement, c'est très simple. S'ils ne partent qu'à 3, c'est parce qu'Ada est resté avec Knight qui est atteint du scorbut. Alors dit comme ça, cela ressemble à un parasite du style ver solitaire qui va finir par sortir de tous les orifices, mais non, c'est juste une carence en vitamine C. Bon, ça entraîne quand même une grande fatigue, des problèmes au niveau des gencives, ce genre de conneries. Bref, il n'y a donc que 3 membres de l'équipe qui s'en vont, ils traversent la banquise et puis finalement, ils réussissent à trouver de l'aide. C'était un plan tout simple en fait. Pas du tout, ils sont tous morts. Alors en réalité, on n'a jamais plus eu aucune nouvelle. Donc il reste encore la probabilité des extraterrestres en laquelle je crois personnellement, mais si je le dis, on va encore me traiter de complotiste, donc on va dire qu'ils sont morts. Résultat de l'opération, il ne reste plus que 2 personnes, Ada et Lord Knight. Cela fait clairement moins de bouches à nourrir et peut-être que dans pas longtemps, il y en aura encore moins. 6 mois durant, Ada prend soin de Knight, complètement affaiblie par le scorbut. Elle est vaillante, elle fait office de médecin, d'infirmière et de chasseur lorsque le temps est assez clément pour ça. Vous vous dites certainement que Knight est reconnaissant de tous ses efforts, mais c'est oublier que nous sommes dans les années 20 et que le slogan « La femme à la cuisine » est une évidence pour beaucoup. Cloué au lit, il n'hésite pas à exposer son ingratitude en insultant Ada. Il dénigre le moindre geste qu'elle a à son égard. Il pousse même le bouchon jusqu'à dire qu'elle méritait que son mari l'abandonne. Un peu de karma quand même, puisqu'au bout de 6 mois de longues et difficiles souffrances, le 19 juin 1923, Lord Knight meurt du scorbut. Et on se demande comment Ada ne s'est pas débarrassée elle-même de ce mec. Ce qui est marrant, c'est que les hommes ont beau bomber le torse, à la fin, les 2 survivantes sont Ada et la petite chatte Victoria qui, elle, est toujours en vie aussi. Maintenant que tous ces mâles fébriles ne sont plus là pour l'emmerder, c'est le moment de déployer tous ses talents de survivante. Elle renforce son abri en allant couper des arbres et des troncs. Elle se construit des meubles pour être mieux organisée et elle se fait même une clôture autour de l'abri pour ne pas être surprise par un ours polaire. Oui, parce que même si l'homme est un prédateur sur cette île, rien n'empêche qu'il soit dévoré lui-même. Mais cela ne concerne pas Ada, puisque elle chasse, elle fait des pièges pour les renards, elle abat des oiseaux et elle se construit même un petit bateau pour pêcher. Franchement, il suffisait de l'envoyer elle seule dès le départ, la mission était pliée au bout de 6 mois plutôt que de l'handicaper avec les 4 incapables. Pendant 3 mois, Ada est livrée à elle-même avec pour seule compagnie la petite chatte Victoria. Et qui c'est qui débarque enfin? Le Donaldson, qui s'attendait plutôt à retrouver des cadavres, mais en fait arrive face à une Inuit et un chat. Bien sûr, à son retour, l'histoire se propage, les médias s'intéressent et elle gagne le surnom de la reine de l'Arctique, ou bien encore la Robinson Crusoe féminine, mais le premier est plus stylé quand même. De retour, Ada n'a pas oublié son principal objectif, parce qu'elle a fait tout ça, souvenez-vous, pour récupérer son fils. Et après 2 ans de survie en terre hostile, eh bien, elle réussit enfin, grâce à l'argent gagné, même si elle n'a pas tout touché, à récupérer Bennett. Et figurez-vous qu'elle aura eu une vie bien remplie, puisqu'elle ne mourra que le 29 mai 1983, à l'âge de 85 ans, même si elle a passé la plupart des années dans la pauvreté. C'est quand même extraordinaire. Sa dépouille repose aujourd'hui à Anchorage, en Alaska, alors que, franchement, ça aurait pu finir sur l'île de Wrangel. Voici pour l'histoire de survie d'Ada Blackjack. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Cogiteur. Ciao.